La guerre est toujours coûteuse, mais celle de la Russie contre l'Ukraine est l'un des conflits les plus chers de l'histoire récente. Le gouvernement russe a déjà investi des centaines de milliards de dollars dans l'invasion. Et plus les combats se prolongent, plus cela devient insoutenable. Petit à petit, la machine de guerre de Vladimir Poutine saigne la Russie à blanc, et l'économie du pays est en chute libre rapide, approchant la récession à une vitesse vertigineuse. Au début du conflit, le Kremlin avait des réserves sur lesquelles s'appuyer face aux premières pressions économiques. Il avait passé plusieurs années avant l'invasion de 2022 à anticiper le type de sanctions et de difficultés financières auxquelles il pourrait être confronté une fois la guerre commencée. Et il a trouvé des moyens de les anticiper, comme la réduction de ses dettes extérieures, la diminution de sa dépendance aux technologies occidentales et à d'autres ressources, ainsi que l'accumulation de son fonds national de richesse. Ou bien les échecs de guerre de Poutine, comme on les nomme aujourd'hui. Il a renforcé d'importantes relations commerciales avec l'Inde et la Chine. Il était sûr qu'il continuerait à investir massivement dans le carburant russe et d'autres ressources, quel que soit le contexte en Ukraine. Grâce à cela, même lorsque vague après vague de sanctions occidentales ont frappé la Russie en 2022 et 2023, l'économie du pays est restée relativement stable. Vladimir Poutine s'est vanté. L'économie russe et le système de gestion sont bien plus solides que l'Occident ne le pensait. Cependant, avec le temps, les sanctions ont commencé à avoir un véritable impact, et les dépenses militaires imprudentes de Vladimir Poutine creusent en réalité un gouffre de plus en plus profond pour le pays, dont il pourrait avoir du mal à sortir un jour. Aujourd'hui, le dirigeant russe se retrouve coincé entre le marteau et l'enclume. Plus Vladimir Poutine finance la guerre, plus l'économie de son pays s'affaiblit. Même si le président russe réduisait fortement les dépenses de défense et de sécurité, le pays risquerait toujours une récession. Des économistes experts affirment qu'il n'y a aucune solution et aucune chance de victoire pour Vladimir Poutine. Il doit simplement choisir la voie qu'il considère la moins destructrice ou la plus bénéfique pour lui, sur le plan personnel. Cela pourrait expliquer pourquoi le gouvernement russe a annoncé son intention de consacrer la somme stupéfiante de 38% de son budget fédéral à l'appareil militaire et sécuritaire pour 2021. C'est un niveau de dépenses militaires sans précédent. Très peu de pays, voire aucun, sont prêts à consacrer une part aussi importante de leur budget, uniquement pour la guerre, laissant peu de moyens pour les nombreuses autres dépenses essentielles à la gestion d'un pays. La Russie estime toutefois que c'est la bonne direction, et a présenté à l'État son projet de budget, 2026-2028. Douma prévoit de consacrer 129 000 milliards de roubles, environ 159 milliards de dollars, à la guerre en Ukraine, en 2026. Il s'agit d'une légère réduction, précisément de 44%, par rapport aux chiffres annoncés pour 2025. Grâce à cela, Poutine peut effectivement dire qu'il a tenu la promesse qu'il avait faite en juin 2025 lorsqu'il avait annoncé. Nous allons réduire les dépenses de défense pour l'année prochaine et les 3 suivantes. Cependant, une réduction si faible n'est pas ce que beaucoup imaginaient lorsque le président russe évoquait des coupes budgétaires. En ajoutant les 129 000 milliards de roubles pour la défense aux dépenses supplémentaires de l'armée, de la police et des services secrets, la Russie atteindra environ 1684 milliards de roubles, soit 207 milliards de dollars. Qui plus est, il ne serait pas surprenant que les dépenses réelles de la Russie dépassent ce chiffre. En fait, c'est très probable. Une source interne a indiqué à Reuters que les dépenses militaires réelles de la Russie dépassent souvent les objectifs annoncés, certaines dépenses supplémentaires étant parfois cachées au public. Pour 2025, les chiffres officiels des dépenses de défense russes sont classifiés. Ainsi, le public et le reste du monde ne sauront jamais exactement combien le pays a investi dans son invasion. Mais nous savons, grâce aux documents publiés, que des fonds supplémentaires ont été alloués à l'effort de guerre. Par exemple, 30 milliards de roubles ont été injectés dans la Pромsvyazbank, une grande banque du complexe militaro-industriel russe. Il est presque certain que des cas similaires seront enregistrés et finiront par être révélés à nouveau en 2026-2027 et aussi longtemps que la guerre continuera. Il ne serait pas surprenant que la Russie ajuste soudainement ses dépenses. Une source a confié à Reuters: en cas de combat, ils peuvent ajouter des fonds à tout moment. Les dépenses prévues pour 2027 devraient également dépasser les niveaux de 2025.
Cela montre que le gouvernement russe est prêt à poursuivre la guerre aussi longtemps qu'il le jugera nécessaire, peu importe le coût. Mais comment la Russie compte-t-elle financer ses dépenses? Eh bien, le ministère des Finances du pays semble avoir travaillé d'arrache-pied pour trouver des moyens de combler les lacunes de son économie, tout en maintenant les investissements dans la défense aussi élevés que possible. Au final, il en est arrivé à ce qui est sans doute la décision la plus simple et la plus évidente. Augmenter la taxe sur la valeur ajoutée à 22% tout en augmentant également un certain nombre d'autres taxes, afin de générer essentiellement l'argent supplémentaire nécessaire pour alimenter la guerre. Autrement dit, les citoyens russes ordinaires et les entreprises paieront encore la facture de la guerre de Poutine contre l'Ukraine. Même si le gouvernement a promis de maintenir un taux de taxe sur la valeur ajoutée réduit de 10% sur les produits essentiels comme la nourriture, les médicaments et les articles pour enfants, le russe moyen perdra inévitablement de l'argent à cause de ces décisions. Beaucoup d'économistes estiment que la hausse de la taxe sur la valeur ajoutée ralentira l'économie, provoquera de l'inflation et fera augmenter les prix de la plupart des biens et services. Les gens ont besoin de vivre leur vie. À un moment où la vie est déjà de plus en plus chère et difficile pour les familles russes, cela ne fera qu'empirer les choses. Le Kremlin a cherché à minimiser ses effets, et son porte-parole Dmitri Peskov a qualifié le nouveau budget d'absolument équilibré, en affirmant que les hausses d'impôts sont normales, à ce stade de développement. Peskov a aussi réitéré la position du Kremlin sur la nécessité de gagner la guerre. Pour le bien de nos enfants et petits-enfants, c'est maintenant la phase la plus aiguë de la guerre, et elle déterminera l'avenir. D'où notre patriotisme. Mais à mesure qu'ils perdent plus d'argent et que leur vie devient plus difficile, les Russes ordinaires seront de moins en moins enclins à adhérer à cette définition particulière du patriotisme. Les sondages montrent que la plupart des Russes veulent désormais une fin pacifique à la guerre, plutôt que la poursuite des combats. Il est probable que la popularité de Poutine continuera de décliner plus le conflit se prolonge. Cependant, le président russe peut penser ne pas avoir le choix, car l'économiste Vadim Baranov a déclaré que le Kremlin devait publier un budget de guerre majeur pour montrer que la Russie n'a pas changé ses priorités politiques. En somme, c'est un coup de force, en annonçant vouloir augmenter les dépenses pour cette guerre durant plusieurs années. La Russie dit qu'au reste du monde qu'elle n'a aucune intention d'abandonner, de brandir le drapeau blanc ou de s'asseoir à la table des négociations de sitôt. Elle est prête à continuer de bombarder l'Ukraine, à envoyer des quantités colossales de troupes et de blindés par-delà la frontière, et à tout faire pour capturer des territoires et atteindre ses objectifs. À l'Ukraine et ses alliés de réagir en conséquence. La Russie peut espérer que cette décision suscite la peur à Kiev et ailleurs, poussant l'Ukraine à céder des territoires et à signer un cessez-le-feu très favorable à la Russie. En réalité, cependant, il est très peu probable que cela se produise. Et c'est la Russie qui est plus susceptible de se retrouver dans une situation bien plus grave et désespérée à cause de ses décisions budgétaires. En juin 2025, au Forum économique international de Saint-Pétersbourg, plusieurs hauts responsables bancaires et financiers russes ont averti que la Russie devait choisir entre sauver son économie ou continuer la guerre. En septembre 2025, German Gref, directeur de Sberbank, la plus grande banque de Russie, a averti que la croissance économique était presque nulle et appelé la banque centrale à agir vite pour éviter la stagnation. Il est crucial de sortir de ce refroidissement contrôlé pour éviter la stagnation. Relancer l'économie sera bien plus difficile. D'autres étaient d'accord. Et même le ministre russe du développement économique, Maxime Rechetnikov, a craint que le pays soit au bord de la récession. Eh bien, s'il s'agissait d'un choix simple entre poursuivre la guerre ou protéger l'économie, ce choix a clairement été fait. Poutine a choisi la guerre et devra en assumer les conséquences, qui s'annoncent très graves. Comme mentionné précédemment, l'économie russe a en fait réussi à plutôt bien s'en sortir pendant les 2 premières années de la guerre, grâce aux efforts proactifs que le pays avait déployés avant l'invasion, pour se préparer. Elle a investi des fonds publics dans le complexe militaro-industriel, et compté sur ses liens commerciaux avec la Chine et l'Inde pour soutenir son industrie pétrolière vitale. Même si les nations occidentales imposent des sanctions et rompent leurs liens avec les banques et les entreprises russes. Mais cette dynamique a ralenti, et dès début 2025, plusieurs crises ont touché de nombreux secteurs, dont la construction, l'exploitation minière et les transports. Même l'industrie pétrolière, qui a longtemps fourni les bases solides et stables sur lesquelles toute l'économie russe est construite,
représentant environ un cinquième des recettes budgétaires totales du pays. Elle a commencé à souffrir. La production et les revenus pétroliers ont fortement baissé récemment. Avec l'Ukraine multipliant les frappes coordonnées sur les infrastructures pétrolières, comme oléoducs et raffineries, la situation va empirer avant de s'améliorer. De plus, 3 autres facteurs font que l'économie russe va stagner dans un avenir prévisible. Premièrement, il y a l'effet des sanctions occidentales. Bien que celles-ci n'aient pas forcément eu le plus grand impact au début de la guerre, les nombreuses vagues de sanctions qui ont suivi au fil des années ont fini par peser avec le temps. Elles ont isolé les banques et entreprises russes du monde, rendant les importations plus chères et les exportations plus difficiles. Ces sanctions devraient continuer, l'Union européenne et d'autres pays préparant déjà de nouvelles vagues. Ils cherchent de nouveaux moyens de sanctionner les oligarques russes, les banques et les responsables gouvernementaux. Le deuxième grand facteur est la pénurie de main-d'œuvre. La Russie subit de graves pénuries dans tous les secteurs majeurs, en partie à cause du grand nombre de travailleurs mobilisés ou recrutés pour la guerre. En plus du million de Russes qui auraient quitté le pays depuis le début de la guerre. Beaucoup de ceux qui sont partis comptent parmi les jeunes esprits les plus brillants de la Russie, y compris d'innombrables personnes diplômées de l'université, qui ont grandement contribué à l'économie du pays, mais qui cherchent maintenant à se construire une nouvelle vie ailleurs. Dans d'autres pays à travers le monde, des dizaines de milliers de Russes supplémentaires sont recrutés et envoyés chaque mois sur les lignes de front, dont un grand nombre ne reviendront probablement jamais chez eux. Plus cela dure, moins il y aura de personnes en Russie pour occuper les différents emplois nécessaires au maintien de l'économie et de ses secteurs clés. Il y aura moins d'agriculteurs, mineurs, ouvriers du bâtiment, chauffeurs routiers et opérateurs logistiques. Si les entreprises ne trouvent pas de personnel formé et expérimenté, beaucoup devront inévitablement fermer. Le troisième et dernier facteur qui nuit à l'économie russe, actuellement et à l'avenir, est l'inflation élevée. Alimentée par les dépenses militaires excessives du Kremlin, l'inflation s'envole en Russie. La Banque centrale a relevé les taux d'intérêt pour apaiser la situation. Mais dans l'économie, chaque action a des conséquences. Avec des taux d'intérêt records, il devient presque impossible pour les Russes et la plupart des entreprises hors secteur militaro-industriel d'emprunter. Moins de prêts et crédits accessibles font baisser les dépenses, affaiblissent l'économie et dégradent la qualité de vie. Le dernier budget du Kremlin ne résoudra aucun de ces 3 problèmes en 2026 et ils persisteront probablement au-delà. Les taux d'intérêt continueront de rester élevés et les hausses d'impôts étoufferont les industries civiles, selon Alina Rybakova, chercheuse principale à l'Institut Peterson pour l'économie internationale. Dans le même temps, de nombreux Russes dépendent désormais économiquement du complexe militaro-industriel. Donc, même si le Kremlin faisait un effort concerté pour réduire le financement public du secteur de la défense dans le but de mettre fin à la guerre, cette décision provoquerait aussi des crises inimaginables. Les économistes ont comparé la situation actuelle à la crise financière de 2008, lorsque la bulle immobilière aux États-Unis a enflé à un point tel qu'elle a fini par s'effondrer sur elle-même, déclenchant une catastrophe économique dans le monde entier. En Russie, c'est le complexe militaro-industriel, pas l'immobilier, qui absorbe des ressources et font de façon absurde. D'innombrables travailleurs ont rejoint l'industrie, laissant d'autres secteurs civils sous-effectifs et sous-financés. Rybakova et d'autres ont averti que le complexe militaro-industriel devra donc être freiné à un certain moment. Mais chaque fois que cela se produira, une récession suivra presque inévitablement. Alexandre Kouzmin, directeur d'un centre économique russe, l'a confirmé. Il a qualifié la conjoncture économique de cercle vicieux, ajoutant qu'il était difficile d'en sortir et que sa gestion reste incertaine. La Russie dépend maintenant du complexe militaro-industriel pour survivre, mais celui-ci mine son économie. Aucune issue, aucun plan clair ne conduit à un résultat équilibré et gérable. Quelle que soit la décision de la Russie, la catastrophe et la récession sont inévitables. Lorsque la récession surviendra, le Kremlin devra gérer des problèmes plus graves, dont des réductions de production, des pertes de profit, une hausse du chômage et la baisse des salaires. Au fond, le peuple russe deviendrait encore plus faible et plus pauvre qu'il ne l'aurait imaginé. Beaucoup feront facilement le lien entre la guerre et la dégradation de leur situation, accusant directement le président Poutine. C'est quelque chose que les experts prédisent depuis longtemps. Depuis le début de la guerre, on parle d'une récession russe imminente ou inévitable.
Mais beaucoup d'analystes pensaient qu'elle viendrait à cause des sanctions et du gel des avoirs étrangers. En d'autres termes, ils s'attendaient à ce que l'Occident impose effectivement une récession à la Russie. Au lieu de cela, lorsque la récession surviendra, elle sera en réalité davantage une création du Kremlin lui-même, une conséquence directe et inévitable de l'imprudence, de l'arrogance et de la mauvaise évaluation de Poutine. Il ne fait guère de doute maintenant que la récession viendra. Les seules questions qui restent sont de savoir quand elle surviendra et à quel point elle sera grave. Cela, dit Rybakova, dépend aussi du Kremlin. Plus il finance le complexe de défense, plus la bulle grandit et ses effets futurs empirent. En même temps, continuer à investir dans l'armée est la seule option qui reste pour retarder un peu la récession. Cela rappelle la situation sans issue évoquée par Kouzmine, coincé dans une impasse. Le seul plan de la Russie est de continuer à creuser. La seule autre façon pour que la situation soit un peu moins dramatique pour le Kremlin serait qu'il parvienne à alléger certaines des sanctions qui lui ont été imposées. Si cela arrivait, Baranov soutient que le Kremlin pourrait s'extraire un peu plus facilement de la situation actuelle. Il pourra ainsi relancer le commerce mondial, accroître ses exportations et importer les biens et services essentiels. Avec plus d'argent entrant dans le pays en provenance d'autres nations, la pression sur divers secteurs pourrait être allégée. Pour cela, le Kremlin devrait accepter un cessez-le-feu ou une fin pacifique de la guerre acceptable pour tous. Jusqu'ici, elle a montré peu d'intérêt. Vladimir Poutine et le Kremlin refusant toute rencontre avec un président ukrainien. Vladimir Zelensky et d'autres dirigeants mondiaux pour discuter d'un accord de paix réaliste. La guerre continue. L'économie russe s'effondre et s'approche du chaos total. Découvrez comment une économie affaiblie et de faibles avancées sur le front réduisent l'emprise de Poutine sur le pouvoir. Dans cette vidéo, découvrons comment, après 25 ans au pouvoir, le président russe affronte son plus grand défi. Regardez cette vidéo pour voir comment même les alliés et partisans proches de Poutine commencent à se retourner contre lui, avec un présentateur de la télévision d'État russe admettant que l'Ukraine ne tombera jamais. Enfin, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour être parmi les premiers à découvrir les dernières actualités et développements sur la guerre Russie-Ukraine et d'autres conflits majeurs.